Pierre Vigomès, bonjour. Bonjour. Dans votre ouvrage sur la gouvernance d'entreprise, vous définissez, à côté du pouvoir constituant qui est celui de la puissance publique, qui définit les règles juridiques dans lesquelles l'entreprise s'agite, trois pouvoirs. Le pouvoir souverain, le pouvoir exécutif et le pouvoir de surveillance. En un mot, comment peut-on caractériser ces trois pouvoirs ? Alors d'abord, ces trois pouvoirs, on les trouve quelles que soient les entreprises. C'est un point important parce que quand on compare les entreprises, on se dit oui, entre les grandes et les petites, entre les familiales et les... C'est très différent dans les faits, mais dans les principes, on retrouve toujours ces trois pouvoirs. Le pouvoir souverain, qui est le pouvoir de dernier ressort de ceux et celles qui, en dernier ressort, légitiment les deux autres pouvoirs. Et en particulier, le deuxième pouvoir, le pouvoir exécutif. Ceux qui, dans la vie quotidienne de l'entreprise, prennent les décisions qui l'orientent. Et le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de surveillance, veiller sur, surveiller, c'est le pouvoir de ceux et celles qui sont chargés de vérifier que le pouvoir exécutif agit dans le sens des intérêts de l'entreprise, c'est-à-dire, en principe, du pouvoir souverain. Puisque le pouvoir souverain, c'est le pouvoir de celles et ceux qui sont chargés d'assurer la continuité de l'entreprise. Donc, souverain, continuité, exécutif, exécution des décisions quotidiennes, et contrôle ou surveillance, veiller sur la bonne orientation de l'entreprise. D'accord. Donc ça veut dire que dans le système capitaliste, le pouvoir souverain est assumé par les actionnaires ? Ou est-ce qu'on peut considérer qu'il peut s'élargir à d'autres que les actionnaires ? Dans le système capitaliste, le pouvoir souverain peut être détenu soit par des actionnaires, soit par des mutuelles, des sociétaires. Dans l'économie sociale. Donc toute la nébuleuse de l'économie sociale et solidaire. Donc ça peut être des sociétaires pour les mutuelles, ça peut être des coopérateurs, parce qu'on est quand même dans le système capitaliste, même si c'est une sous-partie du système capitaliste. Un cas particulier dans ce système, ce sont les sociétés de capitaux, pour lesquelles, effectivement, le pouvoir souverain est détenu par les détenteurs de parts sociales, c'est-à-dire les capitalistes, les actionnaires. Là, c'est un point important qui a été très travaillé ces dernières années, mais qui permet d'être de nouveau rappelé et clarifié. Il faut bien distinguer l'entreprise de la société. Les actionnaires possèdent des parts sociales de la société qui leur donnent un pouvoir souverain sur l'orientation de l'entreprise. C'est une convention. Et on peut changer cette convention. C'est-à-dire qu'il se trouve que le capitalisme est né en généralisant cette convention. Ceux qui détiennent les parts sociales exercent le pouvoir souverain sur l'entreprise. Dans une coopérative, ceux qui travaillent depuis plus de 2 ans, du fait de leur travail, détiennent le pouvoir souverain sur la coopérative, sur la SCOP. Donc il y a d'autres formes possibles. Donc il est incorrect de dire que les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise. C'est une erreur courante et qui bénéficie évidemment aux actionnaires et en particulier aux investisseurs qui s'octroient une sorte de droit comme ça divin sur l'entreprise. Il n'y a aucun droit sur l'entreprise. Il est impossible d'avoir un droit sur l'entreprise parce qu'il n'est pas possible d'avoir un droit sur des personnes, les travailleurs, sur les clients, sur les savoir-faire, sur les incorporels. L'entreprise, c'est une communauté, une société, enfin une communauté humaine orientée vers le travail qui est non pas indépendante, qui est ordonnée par convention juridique à la société, qui est un contrat social entre des associés. Mais effectivement, il faut bien distinguer les deux, parce qu'on peut travailler en termes de gouvernance sur l'évolution de la société, de la sociétas, de la société juridique, indépendamment de l'évolution de l'entreprise. Alors, comme on parle beaucoup aujourd'hui des parties prenantes, comment peut-on les définir ? Parce qu'on parle souvent des parties prenantes, celles qui représentent les salariés, il y en a d'autres, et comment s'exerce leur présence dans les différents pouvoirs que vous évoquez, le pouvoir souverain, exécutif et de surveillance. Alors l'entreprise, donc c'est cette communauté humaine qui est un lieu vide, au fond, un lieu contractuel où différentes parties prenantes, différents acteurs viennent contribuer par leurs compétences, par leurs capitaux intellectuels ou financiers, donc viennent contribuer à la création de richesses par ce corps social donc, qui s'appelle l'entreprise. Donc on appelle parties prenantes les divers contributeurs à la création de richesses. En premier chef, évidemment, les collaborateurs, les salariés qui
moi j'aime bien dire les travailleurs, parce que ceux qui travaillent, quel que soit leur niveau hiérarchique, ceux qui travaillent, et donc qui contribuent par l'exercice de leurs compétences, leur force de travail, bon, les travailleurs. Les clients, deuxième partie prenante, en économie de marché, ça va être les clients qui vont déterminer le prix et les quantités de l'entreprise, les fournisseurs. Parmi ces fournisseurs, on distingue les banquiers, parce que c'est un fournisseur un peu particulier, fournisseur de financement. L'État, très gros contributeur à la vie des entreprises, puisque c'est lui qui assure les infrastructures sans lesquelles il ne peut pas y avoir de vie économique et sociale. La société au sens la société civile, qui est une partie prenante longtemps oubliée, qui aujourd'hui est extrêmement importante. On peut peut-être y revenir, ce que j'appelle la sociétalisation. C'est cette partie prenante qui devient déterminante dans le concert des parties prenantes. Et enfin, les actionnaires, ou les détenteurs de parts sociales, qui sont une des parties prenantes parmi d'autres. Ce qui signifie que lorsqu'on a confié aux actionnaires le pouvoir souverain sur l'entreprise, donc par le biais de la sociétas, de la SA, si on veut, c'est un cas particulier. On peut très bien imaginer que ce soit les collaborateurs, les salariés qui possèdent ce pouvoir souverain, ça s'appelle une SCOP, que ce soit les clients, ça s'appelle une coopérative, voire que ce soit l'État, ça s'appelle une entreprise publique. Donc le fait que certaines parties prenantes détiennent ce pouvoir juridique, ce pouvoir souverain, c'est une convention qui a des avantages. Hein, bon, aussi on pourra en parler, pourquoi on a choisi cette partie prenante, mais qui peut évoluer et qui a évolué dans le temps. Et on peut très bien imaginer, puisque c'est très discuté aujourd'hui, que différentes parties prenantes détiennent ce pouvoir souverain. On n'est pas obligé de le concentrer sur une seule partie prenante. Alors du coup, le fait que récemment le Code civil ait été un peu modifié, entériné par la loi Pacte, et que l'intérêt social de l'entreprise n'est plus seulement l'intérêt des associés, ça vous paraît être une évolution qui va dans le bon sens? Ou qui est encore un peu trop timide pour refléter les différents enjeux que vous évoquez? Alors, c'est toujours un biais de posture. Moi, je travaille sur ces questions depuis 30 ans. C'est sûr que je ne trouve pas que ce soit une avancée gigantesque. Mais ça va dans le bon sens, au sens où ça rend compte d'une réalité. La distinction entre entreprises et les sociétés, déjà, ça rend compte, puisque les intérêts des associés, donc ceux qui détiennent les parts sociales, ne formulent qu'une partie des intérêts de l'entreprise. Pendant longtemps, la convention consistait à dire il y a confusion entre les intérêts des actionnaires, pour faire simple, les actionnaires, et les intérêts des entreprises. Pourquoi? Parce que c'était des actionnaires de très long terme, longtemps familiaux, ou des entrepreneurs fondateurs. Et donc, on pouvait imaginer, ça avait du sens de faire le lien entre l'intérêt des uns et des autres. En tout cas, il y avait un alignement facile. Si vous avez 100% de votre patrimoine dans une entreprise, il est certain que vous allez chercher l'intérêt de l'entreprise, parce que c'est aussi l'intérêt de votre patrimoine. Bon. Mais ça, c'est encore un cas très généralisé. 90% des entreprises sont encore sous ce mode. Mais les très grandes entreprises, celles qui à elles seules assurent presque 40% du PIB à elles seules, donc un peu moins de 300 entreprises en France, elles échappent à ce modèle. On a des associés, des détenteurs de parts sociales, qui sont des investisseurs très souvent, et qui n'ont qu'un lointain intérêt avec celui de l'entreprise. Le seul ajustement, c'est le profit. C'est en fait l'entreprise, si elle arrive à valoriser leur patrimoine, ça leur suffit. Comment elle valorise? Avec quels moyens? Avec quelle durabilité? Quelle soutenabilité, comme on dit en anglais? Quel horizon temporel? Ça concerne que médiocrement les détenteurs de parts sociales. D'où cette avancée, mais dont la loi Pacte en France a été un jalon, mais qui est une avancée maintenant depuis une quinzaine d'années, où on se pose la question, est-ce que, après cette grande période néolibérale de financiarisation, est-ce qu'on peut encore considérer rationnellement, je ne dis pas idéologiquement, mais rationnellement, que les détenteurs de parts sociales, essentiellement les investisseurs, sont vraiment alignés sur l'intérêt des entreprises? Et comme la réponse est plutôt négative, on cherche des moyens de rappeler, loi Pacte, que l'intérêt de l'entreprise est supérieur à l'intérêt d'une des parties prenantes, notamment lorsqu'il s'agit d'un investisseur. Hein. Et puis, on cherche à inventer, à anticiper des nouvelles formes de gouvernance à travers la détention renouvelée du pouvoir souverain. D'accord. Alors il y a eu, si on reprend le modèle français, il y a eu à la Libération, après la Deuxième Guerre mondiale, une tentative de partager un petit peu le pouvoir exécutif avec la mise en place du comité d'entreprise, le CSE aujourd'hui, le comité social et économique. Il y a eu ensuite la volonté de partager le pouvoir de surveillance au sein des conseils d'administration, puisque c'est
le modèle français qui, contrairement aux Allemands, qui domine dans l'économie française. Qu'est-ce que vous pensez de ce partage de pouvoir à la fois sur le terrain exécutif et sur le terrain de la surveillance? Moi, j'ai un peu le sentiment que la France est toujours un petit peu entre deux eaux et que c'est ni satisfaisant sur le plan exécutif, ni satisfaisant sur le plan du pouvoir de surveillance. Ça, je suis totalement en phase avec vous. Je crois que, effectivement, on peut discuter du partage du pouvoir souverain, mais on peut aussi discuter du partage du pouvoir exécutif. Et donc, ça va s'appeler la cogestion lorsque le travail est associé au management et supposément au capital, donc cogestion, ou partage du pouvoir de surveillance, et ça s'appelait la codétermination, parce qu'on ne gère pas vraiment, mais on détermine le sens de l'entreprise lorsque, au niveau de la surveillance, le travail et le capital partagent le pouvoir. Et c'est vrai qu'en Allemagne, ils ont tranché, ça a pris du temps. Hein, on imagine que c'est un modèle allemand qui date de la nuit des temps, il date de 1976, et il date de l'après-guerre, 1951 pour les entreprises des mines, 52 pour les entreprises sidérurgiques, et ensuite 76 généralisé, au terme de lutte assez dense. Hein, ça n'a pas été un modèle allemand qui s'est imposé comme ça. En Allemagne, donc, ils ont choisi la codétermination, 50% dans les conseils de surveillance, donc l'équivalent des conseils d'administration, 50% salariés, 50% actionnaires, représentants des actionnaires. En France, on a tergiversé depuis il y a un siècle. On n'arrive pas à avoir une doctrine française du gouvernement d'entreprise. Donc on rajoute des couches. Effectivement, après-guerre, l'idée, qui était reprise jusqu'aux lois Auroux, hein, et qui est même intensifiée par les lois Auroux, c'est de dire, en fait, pour partager le pouvoir, pour élargir l'assiette du pouvoir, le pouvoir exécutif, il doit être ajusté, il doit être équilibré par un pouvoir, donc exécutif représenterait plutôt les actionnaires, donc il faut un deuxième pouvoir au niveau de l'exécutif qui représenterait plutôt le travail. D'où le comité d'entreprise, et d'où à partir de 82-83, les lois Auroux, le fait de donner à ce comité d'entreprise, le CSE aujourd'hui, un pouvoir, non pas de décision, mais d'orientation, j'allais dire décisive sur les décisions. Mais pas tout à fait, parce que, effectivement, pas de pouvoir de prise de décision. Donc ça reste évidemment hiérarchiquement sous la une forme de contre-pouvoir qui n'a pas non plus les moyens d'agir. Oui, qui n'est pas vraiment un contre-pouvoir, qui est plus un pouvoir de vigilance, un pouvoir qui met en évidence, qui est chargé de mettre en évidence des dangers perçus par le travail, donc ceux détenteurs de la force de travail, sur la vie d'entreprise. Mais on ne peut pas dire que la loi ait consacré une égalité de pouvoir et donc un contre-pouvoir réel entre le comité de direction et le comité d'entreprise. D'ailleurs, c'est le dirigeant qui est très souvent à la tête du comité d'entreprise. Le président du CSE aujourd'hui. Voilà, donc ça montre bien que le lien de dépendance, il est dans le sens direction comité d'entreprise. Donc on n'a pas tranché. De même qu'au niveau du pouvoir de surveillance, on n'a jamais tranché. C'est-à-dire que les lois se sont faites par petits pas. Alors d'abord c'était un administrateur salarié, deux administrateurs salariés pour les entreprises publiques qui ont été privatisées, puis un administrateur représentant les actionnaires salariés lorsqu'ils avaient plus de 3%, avec accord d'actionnaires. Alors que les Allemands, depuis 1976, ils avaient tranché. Nous, par petits touches, avec la loi Pacte, depuis la loi Pacte, c'est 2 administrateurs salariés pour les entreprises qui ont plus de 8 maintenant. Au départ, c'était 12, maintenant 8. Donc on voit qu'on fait ça par petites touches, comme si toucher à cet équilibre de gouvernance, ça allait remettre en cause l'orientation de l'entreprise de manière aussi simple. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que précisément, on n'a pas tranché. Oui. Et en même temps, il y a une résistance patronale, et puis parfois, il y a un manque d'appétit d'une partie des organisations syndicales pour s'investir à la fois dans le pouvoir de surveillance et à plus forte raison dans le pouvoir exécutif. Et tout à fait. Moi, je crois qu'en France, on n'a pas de culture de gouvernance, en fait. Alors, pour le coup, à la différence et de l'Allemagne et des pays anglo-saxons, les pays anglo-saxons, ils ont une culture de gouvernance radicale, c'est actionnaire, n'en parlons pas. Bon.
Mais aussi, il faut entendre que parce que parmi les actionnaires, il y a beaucoup de futurs retraités. Ce sont les fonds de pension, donc les caisses de retraite. Ouais. Donc en fait, il y a un lien substantielle dans la tête des citoyens entre l'actionnariat et leur retraite, ouais. puisque ce sont des retraites par capitalisation. Donc, ce n'est pas aussi caricatural qu'on le dit parfois. En tout cas, là, c'est simple, actionnaires, c'est eux qui dirigent. En Allemagne, ils ont tranché aussi, et ils ont cette culture du Mitbestimmung, de la codétermination. Oui, la codétermination et pas de la cogestion. C'est important de le dire parce qu'on mélange souvent les deux. On mélange souvent les choses. Au niveau, alors pas de cogestion, au niveau central. C'est vrai qu'il y a les comités d'entreprise en Allemagne, au niveau local, ont un fort pouvoir sur la gestion. Par exemple, on ne peut pas recruter localement sans l'accord du comité d'entreprise. Et ce n'est pas l'employeur qui le préside. Et ce n'est pas l'employeur qui le préside. Donc, ça, c'est au niveau dans l'entreprise. Mais au niveau de l'entreprise, au niveau central, faut bien distinguer la gestion, qui appartient toujours à l'équipe managériale, et la codétermination, qui est partagée. En France, on n'a pas cette culture, on n'a pas cette culture et du côté du patronat, et du côté des syndicats, largement, avec d'ailleurs une confrontation qui est fondée sur l'ignorance des deux. Quoi. Et parce que pour avoir travaillé et avec des syndicats et avec des syndicats patronaux, dans les deux cas, on part souvent de loin pour présenter vous voyez, les trois pouvoirs et se dire comment on peut répartir les choses de façon que ce soit le plus juste et efficace possible. On est dans une logique très... alors je sais que c'est un peu banal de dire ça, mais très lutte des classes, très opposition, capital-travail, et opposition inconciliable. Alors que la gouvernance, c'est justement le lieu où il faut se poser la question d'une conciliation possible. Et si on dit qu'il n'y a pas de conciliation, voilà. S'il n'y a pas de compromis, pas de conciliation, ok, on n'en parle plus. Mais dans ce cas, on ne parle plus de gouvernance et on laisse gouverner les actionnaires. Alors du coup, dans ce système un peu confus, finalement, où on avance pas à pas, certains, c'est le cas de Christian Pierret et Philippe Lator dans leur dernier ouvrage, Le nouveau contrat social, imaginent que la véritable évolution, ça peut être plutôt un développement massif et quasiment systématique de l'actionnariat salarié. Quand on regarde la situation française, on s'aperçoit qu'on est à mi-chemin du modèle anglo-saxon, en tout cas de ce qui se passe aux États-Unis, où l'actionnariat est plus développé, pour des raisons que vous évoquiez d'ailleurs un petit peu à l'instant. Il y a les caisses de retraite, mais il y a aussi les salariés eux-mêmes. Dans la gouvernance, il y a moins de partage quand même, les actionnaires sont dominants. Du côté de l'Allemagne ou de l'Europe du Nord, c'est effectivement un petit peu le contraire. Il y a moins d'actionnariat salariés, mais il y a une présence beaucoup plus forte dans les conseils de surveillance, donc dans le pouvoir de surveillance. Est-ce que vous pensez que ce développement de l'actionnariat salarié peut être une piste pour rééquilibrer les pouvoirs et faire en sorte que, y compris dans la gouvernance, on arrive à quelque chose de plus équilibré? Alors, je suis très à l'aise pour en parler parce qu'il se trouve que j'ai écrit un livre en 2003 qui s'appelait La République des actionnaires et qui défendait cette idée. 2003. Voilà, en fait, si on raisonne tout de suite égal par ailleurs et on pense que les actionnaires, ce sont les gros capitalistes, les familles, etc., bon, effectivement, lutte des classes, opposition capital-travail. Mais si on regarde de près et qu'on voit que les actionnaires, ce sont des fonds de pension, enfin, donc des futurs retraités, des citoyens, les citoyens qui ont des SICAV, etc., ça vaut la peine de se réemparer de la signification de la détention du capital, donc des parts sociales, et ce qu'elle veut dire en termes de gouvernance. Alors je dois dire que depuis 2003, j'ai un peu évolué sur la question. Je ne pense pas que ce soit, alors pardon de le dire comme ça, un peu brutal, mais je pense que ça peut être une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, une façon simple de résoudre le problème du capital au sens de la justice et de la justesse de la détention du pouvoir souverain par ceux qui détiennent les parts sociales, c'est de donner les parts sociales à tout le monde. Le capitalisme populaire, très populaire aux États-Unis. Résolvons les problèmes du capitalisme en rendant tout le monde capitaliste. Or, peut-être, mais c'est même pas peut-être, il se trouve que ça a déjà évolué comme ça, que le capital est détenu, pas très largement, mais une partie non négligeable est détenue par le public, comme on dit en anglais, le public, c'est-à-dire tout le monde. Ça change rien au problème de la gouvernance. Parce que le problème de gouvernance, c'est l'équilibre des pouvoirs, c'est qui les détient, mais qui les exerce. Donc on peut détenir du capital en étant salarié, si on n'exerce pas son pouvoir actionnarial, et donc il va s'exercer dans les conseils d'administration, il va s'exercer sur l'exécutif, bref,
si on ne pose pas la question au niveau de la gouvernance, on risque de noyer le problème en se disant la propriété et la répartition de la propriété se suffit à elle-même pour trouver des solutions. Alors évidemment, ce n'est pas ce que disent mes collègues, hein, ce n'est pas du tout un procès, très bon bouquin. Simplement, il faut être attentif au fait que, en soi, le développement de l'actionnariat salarié ne résout pas le problème. Et même, il peut le rendre encore plus confus. Oui, d'autant que dans certaines entreprises, il peut être aussi assez dangereux. Être actionnaire d'une entreprise du CAC 40 qui a une évolution tranquille et plutôt profitable, ou être actionnaire d'une fonderie automobile qui est soumise au déshydratat des constructeurs, c'est pas tout à fait la même prise de risque. Tout à fait. Alors avec tous les effets pervers qu'on a connus dans certaines entreprises publiques privatisées, par exemple, où on a vu le cours de l'action augmenter, et puis quand il baisse, il y a double peine pour les salariés, puisqu'ils sont à la fois leur patrimoine. Alors, ce n'est pas tant leur patrimoine que les promesses qu'on leur a faites sur leur patrimoine, qui sont entamées, et en même temps les promesses qu'on a faites sur leur salaire. Donc, double peine. Et c'est une double peine qui n'est pas tout à fait la même que celle de détenteurs de parts sociales qui ont une capacité à gérer un portefeuille. Parce que là, les salariés sont aussi responsables de la création de valeur. Donc c'est l'écureuil qui tourne derrière la noisette, hein, dans sa roue. Donc voilà, il y a des effets pervers, il faut regarder ça avec soin. Bien sûr que le développement, la démocratisation du capitalisme, du capital, comme on dit, ça va dans le sens de l'histoire, même pour de mille raisons liées à la détention d'épargne, bien sûr. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir. Alors d'autant plus qu'il ne faut pas se centrer sur les salariés au moment historique où le capitalisme est entré dans une sociétalisation. C'est qu'en fait, c'est la société civile qui, aujourd'hui, imprime une exigence de plus en plus grande sur les entreprises. Et donc on n'est plus dans la période de financiarisation pure. On en est sorti il y a une dizaine d'années. Alors évidemment, ça ne saute pas aux yeux parce qu'il y a toujours des inerties. Mais depuis une bonne dizaine d'années, on a vu apparaître des normes RSE, maintenant les normes ESG, donc les fameux critères extra-financiers qui sont imposés aux entreprises, imposés aux fonds d'investissement, qui vont devenir obligatoires en 2024 pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés en Europe. Donc la tendance, c'est l'exigence de la société tout entière à l'égard de l'entreprise. Et donc la société tout entière, elle-même, challenge, pour prendre un défi, la gouvernance des entreprises, en invoquant le droit de la société à intervenir sur l'orientation des entreprises. Si l'entreprise pollue, alors c'est le cas le plus simple, si elle pollue, mais si elle a un impact extrêmement négatif sur son environnement social, si elle a des effets sociétaux dramatiques, la société, au sens de la société civile, a tendance à intervenir. Et donc là, en termes de gouvernance, on est en train de remettre en cause les équilibres. Et de manière un peu radicale, parce que la société civile ne va pas prendre des parts de capital, elle ne va pas acheter des actions, elle va intervenir par d'autres moyens. Et donc on est plutôt en train de réfléchir à une représentation, un élargissement du pouvoir souverain à d'autres parties prenantes que les détenteurs de parts sociales, qu'ils soient capitalistes purs ou salariés, ce qu'on voudra, hein, ou État. Donc avec le comité des parties prenantes, avec une assemblée générale ouverte à des parties prenantes extérieures. Donc on est plutôt en train de réfléchir à ça. À l'introduction des parties prenantes dans les conseils de surveillance, en tant que de la société civile, pardon, dans les conseils de surveillance, le conseil d'administration, pour que la voix de la société civile soit entendue. Bon, ce qui n'est pas simple entre nous, hein, parce que quelle voix avec une société très civile compliqué, un peu éclatée aujourd'hui. Qui va la représenter bon. Mais en tout cas, symboliquement, la tendance, c'est pas à surenchérir sur le capital et sur la détention de parts sociales. C'est plutôt d'élargir la souveraineté sur l'entreprise, sur la société, au sens société juridique, à d'autres parties prenantes. Donc, on peut avoir un coup de retard. Voilà. Ça peut être déceptif, comme on dit en marketing, de promouvoir l'actionnariat salarié comme une solution, alors qu'on a un coup déjà d'avance dans la remise en cause même de l'actionnariat comme modalité, comme lieu de souveraineté sur l'entreprise. D'accord. Et dans ces conditions, comment vous voyez, compte tenu de la timidité de la loi Pacte, hein, qui n'a même pas repris les propositions du rapport Notat-Sénard, qui était elle-même plutôt modeste, enfin,
ambitieuse dans la situation actuelle, mais modeste. Comment vous voyez l'évolution à la fois du pouvoir de surveillance en France, des conseils d'administration, et du comité social et économique aujourd'hui? Est-ce qu'il faut s'inspirer du modèle outre-Rhin, là, du modèle allemand? Par exemple, en demandant à l'employeur de ne plus présider le CSE, ça peut être symboliquement un signe. Est-ce qu'il faut accentuer la présence des salariés, des représentants des salariés dans le conseil, sachant qu'on a une situation syndicale qui n'est pas tout à fait la même, là où il y a une confédération unique dans les pays du Nord, il y en a quelques-uns chez nous, on est un peu plus nombreux. Comment vous voyez l'évolution des deux instances, à la fois dans le pouvoir de surveillance et dans le pouvoir exécutif? Alors je peux entendre la question de deux façons. Comment je la vois au sens de la tendance et comment je la vois au sens du désir. Au sens de la tendance, je crois que la tendance, c'est à ouvrir les conseils d'administration. C'est à faire du conseil d'administration un lieu de débat, en tout cas de prise en compte de considérations, d'avis, d'intérêts, d'opinions différentes sur l'entreprise. Ça, c'est une tendance qui a déjà une bonne vingtaine d'années, et donc qui introduit, qui agrège de plus en plus les intérêts du travail. Là, je vais dire ça avec des réserves. Enfin, en tout cas, c'est-à-dire donner au pouvoir des salariés au moins la même importance que le pouvoir d'un actionnaire minoritaire, par exemple. Oui, alors ça, c'est pas la tendance. C'est pas la tendance. Oui. La tendance, c'est de se dire, bon, comme il y a des parties prenantes, il est bon qu'il y ait des travailleurs, comme il est bon qu'il y ait la forêt, par exemple, dans une entreprise, la question qui se pose, qui travaille sur le bois, c'est comment représenter les intérêts de la forêt. Et qui va représenter les intérêts de la forêt? Qui va être la voix de la forêt? Bon. Très hugolien, mais bon. Bon, donc, c'est plutôt la tendance, c'est le conseil d'administration qui est le lieu de conjonction des intérêts. Et à mon sens, le CSE, dans cette affaire, il est minoré. Parce que c'est vrai qu'il conserve son pouvoir d'alerte, enfin, qui est important. On ne peut pas faire sans, mais tant qu'on ne lui donne pas un vrai pouvoir de blocage décisionnel sur des grandes décisions qui ne soient pas des décisions stratégiques énormes, y compris notamment de recrutement, par exemple, évidemment de cas dirigeants. Bon, ça restera marginal dans le jeu de pouvoir, des trois pouvoirs. Et à titre illustratif, quand j'enseigne ou quand je discute de gouvernance, on ne parle jamais du CSE. On ne parle jamais de ce pouvoir, alors qu'il y fait partie du décor. Mais parce que son pouvoir, il y a un pouvoir d'influence, mais qui est un pouvoir. Enfin, bon, c'est bien mieux que moi la situation. Le pouvoir d'influence, il est déjà absorbé par le pouvoir exécutif. C'est là que ça se joue. Il n'est pas au niveau de la surveillance, comme il devrait l'être. Même si juridiquement c'est le cas, mais ce n'est pas le cas dans les faits. Bon, si maintenant on parle en termes de désir, moi je crois effectivement que le bon sens, c'est que ce soit les conseils d'administration qui réunissent, qui soient vraiment un lieu de pouvoir, mais dans les conditions, effectivement, de formation suffisante et de sensibilisation suffisante aux enjeux des conseils d'administration, et de ce que signifie surveiller une entreprise, et deux, un élargissement de la taille du conseil d'administration. C'est-à-dire que ça ne peut pas être cette espèce de petit comité de direction bis, qui est encore le cas dans beaucoup d'entreprises et même des grandes. Si on veut que ça représente, que ce soit un lieu d'échange, de débat, il faut augmenter sa taille. Et on pourrait imaginer, comme dans les associations, un conseil d'administration beaucoup plus large, intégrant plus de parties prenantes, et donc non pas les salariés, mais le travail en tant que ensemble de compétences aussi importantes que le capital, enfin au moins aussi importantes que le capital ou que d'autres compétences, y compris environnementales. Donc on aura un conseil d'administration large et à l'intérieur de ce conseil, un bureau, comme dans les associations, un conseil d'administration restreint pour prendre les décisions, pour trancher les décisions sans effectivement que la plus large assemblée ne se réunisse pour le faire. Autrement, ça peut être très compliqué. Donc on pourrait imaginer un conseil d'administration élargi à 30 personnes et un bureau de ce conseil de 10 personnes qui contrôle, qui surveille, qui ajuste le travail de l'exécutif. Je verrais plutôt les choses de cette façon pour éviter la multiplication de lieux. Alors, je sais que ça se défend, il y a une multiplication de lieux de pouvoir qui finalement donne le pouvoir à celui qui arrive
à prendre la décision opérationnelle, c'est-à-dire à l'exécutif. Il y a trop de lieux de pouvoir. In fine, c'est l'exécutif qui a le pouvoir. Le management. Donc le management supérieur Et du coup, dans cette évolution du conseil d'administration, le CSE, pour éviter de le marginaliser, parce que même si la loi parfois élargit ses prérogatives ces derniers temps, on a un peu le sentiment qu'il n'a pas encore trouvé véritablement le bon équilibre. Est-ce que vous ne pensez pas que ça fera peut-être pas l'unanimité du côté syndical, mais que lui donner un pouvoir de négociation dans l'entreprise, alors déjà là où les organisations syndicales ne sont pas présentes, ce qui arrive dans beaucoup d'entreprises de taille petite ou moyenne, mais même dans les entreprises où les organisations syndicales sont présentes, lui donner un pouvoir de négociation sur certains enjeux, ça peut contribuer à retrouver cet équilibre qu'on a un petit peu perdu depuis la libération, et encore une fois, malgré certaines évolutions comme les lois Auroux, ou les lois Rebsamen dans la dernière période. Un pouvoir de négociation sur des sujets qui touchent à la gestion courante de l'entreprise, par définition. Je suis tout à fait en accord avec vous. Si on ne donne pas à une instance un pouvoir, par la négociation, un pouvoir de trancher avec d'autres, donc négociation, elle restera toujours pas inutile, évidemment, puisqu'encore une fois, la vigilance, l'alerte, c'est très important, mais elle restera secondaire par rapport à celles qui prennent les décisions, qui prennent le pouvoir. Donc, d'une façon ou d'une autre, je crois qu'il faut aller un peu plus loin en termes de pouvoir. Si on conserve cette forme CSE, il faudra quand même, dans ce cas, bien ajuster avec les autres instances. Si on imagine, je reprends mon désir idéal là, d'un conseil d'administration élargi, avec un bureau et donc qui contrôle la direction, il faudra bien ajuster le CSE par rapport à ce conseil d'administration, d'autant plus que la légitimité d'un tel conseil, avec des parties prenantes plus larges, sociétales, elle sera très grande, et que la représentation du CSE, que le travail, je dirais, il faudra bien mettre en relation. On pourrait imaginer que le CSE participe à ce conseil élargi. Oui, aussi. Mais avec un pouvoir décisionnel. Il n'y a rien de pire qu'intégrer une instance de décision sans pouvoir de décision. Ça, c'est la meilleure façon de cornériser les personnes et de les mettre en situation de refus, enfin en tout cas, parce que ne rien dire, c'est accréditer la décision qui va être prise. Oui. Donc on ne peut être que dans une situation de position. Moi je dis ça toujours au patron qui me dit oui, j'ai des représentants du CSE, au même conseil, ils sont toujours contre, oui mais vous les mettez en situation, de toute façon, de ne pouvoir s'exprimer que en réaction, parce que de toute façon, ils ne pourront pas participer à la décision. Donc, c'est par construction, la seule posture légitimante, c'est s'opposer. Ça va être très difficile de dire, c'est super ce que vous faites, mais je ne prends pas la décision, c'est vous qui la prenez. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, il ne faut pas qu'il y ait dans une instance des non-décideurs. Donc, que ce soit à l'extérieur de ce conseil élargi, ou que ce soit à l'intérieur, le CSE doit avoir des prérogatives décisionnelles élargies. Peut-être que le pouvoir de négociation qu'on pourrait lui donner, c'est peut-être un peu moins effrayant que le droit de veto qui fait peur à une partie du patronat, mais ça lui donne un vrai pouvoir, puisque un certain nombre de décisions ne peuvent pas être prises sans avoir son accord, et pas simplement en le consultant avec des informations de consultation qui perdent parfois un peu de leur saveur. Et puis c'est une façon aussi de dépasser peut-être la division syndicale qui mine aussi le dialogue social en France, parce que l'éclatement syndical n'est pas forcément très, très porteur pour avancer vers ce partage de pouvoir. Le pouvoir du CSE à côté de celui des organisations syndicales peut permettre d'avancer. Puis ça peut éviter de se mettre sur quelques projets qui traînent en ce moment où on voudrait empêcher les organisations syndicales d'être seules représentatives au premier tour des élections du CSE. C'est quelque chose qui court, ce qui serait une façon de les mettre un peu plus en difficulté. Mais par contre, avoir à côté d'elles ce pouvoir du CSE, ça peut les amener aussi peut-être à converger davantage qu'elles le font traditionnellement. Donc ça peut être une solution intermédiaire qui permet de bousculer un petit peu les lignes. Quelle était la solution allemande? Parce qu'en fait, la configuration dont vous parlez, c'est la configuration allemande où il y a effectivement un corps syndical très très unifié, même s'il y a des syndicats différents, mais unifiés. Oui. Et parce qu'il faut bien converger pour pouvoir assurer la mutualité ou la codétermination. Parce que le patronat en face, lui, est plutôt unifié. Et parce qu'on a besoin de s'unifier aussi mutuellement pour converger sur une codétermination.
Parce que s'il y a co-détermination, il faut bien qu'on se mette d'accord et qu'il y ait des consensus. Alors, je vais dire des choses banales et bien connues, mais culture du consensus, culture de l'accord, culture de la perte pour gagner, bon, ça fait partie aussi de l'équation pour avancer. C'est sûr que ça ne peut pas être d'une culture de confrontation, que ce soit du côté syndical ou du côté patronal, d'ailleurs. Hein. C'est bien en intégrant l'apport de l'un et de l'autre pour le bien commun de l'entreprise, et donc des salariés, et donc des différentes parties prenantes, que de se faire un consensus. Donc voilà, ce lieu, ça peut être le CSE. Moi, je crois que il faut, de la même façon qu'il faut éviter les comités, c'est ce que je défends, hein, il faut éviter les comités missions à côté, et on multiplie comme ça les comités. Donc finalement, c'est plus qui est responsable de quoi, et ça va être le dirigeant qui va être responsable de tout. Hein. Donc on revient à la situation de gouvernance des années 1970. Quoi. Donc si on veut éviter ça, il faut éviter la multiplication des comités et plutôt essayer de faire converger dans ce que j'appelle dans ce grand conseil d'administration, on pourrait donner un autre nom d'ailleurs. Merci Pierre-Yves Gomez. Merci à vous. À bientôt.